Bonjour et bienvenue pour cette dernière conférence du premier jour du Medfel, 10e édition du Medfel. Pensez bien au cocktail de demain soir pour fêter les 10 ans. Alors, nous allons parler maintenant de transport et logistique. Comme vous le savez, les marchandises, fruits et légumes parcourent des kilomètres, requièrent des conditions particulières de conservation, de traçabilité. Et elles empruntent plusieurs modes de transport qui s'articulent autour d'infrastructures et de transporteurs. Ces transporteurs peuvent être routiers, ferroviaires, maritimes ou aériens. Et une autre cheville importante, c'est l'organisateur de transport. Alors, lors de ce débat, vous aurez la possibilité de poser des questions à ces différents opérateurs, pour la plupart concentrés autour du port de Barcelone, mais pas seulement. Alors, on va parler de multimodalité, d'intermodalité. Justement, pour ceux qui voudraient en savoir plus, le port de Barcelone offre la participation à un super séminaire de 4 jours de sensibilisation à l'intermodalité, au choix sur le mode ferroviaire ou sur le mode RoRo. Et ce séminaire sera à gagner par tirage au sort. Et vous pouvez donc mettre vos cartes de visite dans l'urne qui se trouve en face de moi. Bien, nous sommes réunis, enfin le Medfel traditionnellement réunit les acteurs de la Méditerranée, réunit plusieurs ports. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons nous concentrer donc sur le port de Barcelone. Alors, dans l'ordre des interventions, vous pourrez interroger par la suite M. Torrent Jordi du port de Barcelone, Sebastiano Chirnillaro de Grimaldi, M. Bueno Ignacio de Transitenaire, Ricard Gomez à ma droite de la société Léoproex et enfin Miguel de San Juan, transporteur ferroviaire. Alors, M. Torrent, on va commencer par vous. Je vais vous appeler par votre prénom, Jordi. Jordi, est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous pourriez nous dépeindre un petit peu les flux de marchandises, fruits et légumes de et vers l'Espagne, et en particulier ensuite sur le port de Barcelone? Merci Nathalie, bonjour d'abord et merci pour l'invitation à participer. Je vais faire très vite un panorama un peu du monde des fruits et légumes en Espagne et du monde des fruits et légumes à travers du port de Barcelone en 2-3 minutes. Après, je vais laisser la parole vraiment aux experts qui sont ici avec moi. Alors, le secteur des fruits et légumes en Espagne en 2017 a eu un turnaround de 18 000 millions d'euros. C'est un secteur qui a monté d'une façon importante en 2017, surtout en matière des exportations. Comme vous savez, plutôt la plupart de la région productrice en Espagne sont surtout l'Andalousie, Aragon, la Catalogne, Castilla-La Mancha, Valence, Extremadura, Murcia, beaucoup. C'est un secteur, l'Espagne est un pays qui exporte beaucoup plus qu'il importe. À peu près du volume de fruits et légumes traités en Espagne, il y a 80% qui sont exportés, surtout vers l'Europe, vers l'Allemagne, vers les Pays-Bas, vers la France, vers la Belgique. Une petite partie vers le Brésil, par exemple aussi. Presque 93% des exportations sont vers l'Union européenne. Concernant la croissance par produit, j'ai les chiffres pour 2016, pas pour 2017, mais en 2016, les produits qui ont monté plus en exportation sont les poivres, la laitue, le concombre, les choux. Et en volume, les produits exportés plus importants en Espagne en légumes sont d'abord les tomates, la tomate et la laitue avec presque 900 000 tonnes chacun. Après, il y a le poivre, le concombre, le chou et l'oignon avec 330 000 tonnes. Les ails, c'est à peu près 165 000 tonnes d'exportation. Et en fruits, c'est surtout l'orange, la mandarine, le melon, les deux premiers avec plus d'1 million de tonnes d'exportation. À travers le port de Barcelone. Au port de Barcelone, les fruits et légumes sont transportés en 2 modes de transport. D'abord, conteneurs, reefer, et après le RoRo. Le RoRo, c'est surtout des exportations de l'Espagne vers d'autres régions espagnoles, les Canaries, les Baléares et un peu l'Italie.
En conteneur, c'est du trafic et c'est surtout des exportations. Et en conteneur, c'est surtout du trafic reefer, d'importation, et les produits qui sont importés plutôt vers le port de Barcelone et après distribués soit en Espagne, soit en France, sont surtout les bananes de Canaries, mais aussi du Mexique et de Costa Rica, avec presque 90 000 tonnes en 2017, les agrumes, les coins frais de Chili, les raisins de Chili, etc., etc. Et une petite partie des oignons et elles qui viennent aussi du Pérou, même si l'Espagne est une grosse productrice de oignons et elles. Et ça, c'est un peu le panorama en Espagne et au port de Barcelone du secteur des fruits et légumes. Merci Jordi. Donc, surtout de l'exportation depuis l'Espagne et surtout des régions du sud, quand même, de l'Espagne. Alors, vous avez dit que sur le Roro, les régions desservies pour les fruits et légumes étaient à la fois des zones espagnoles, donc Baléares, Canaries, et aussi l'Italie. Alors justement, Sebastiano de la société Grimaldi, une belle société, vous allez le voir. Si on peut mettre la diapo. On ne peut pas mettre la diapo ? C'est pas grave, on le verra après. Bon, merci. Donc, le groupe Grimaldi, une société experte dans le transport maritime Roro, numéro 1 mondial sur le Roro, l'Europax, et numéro 5 sur le transport de véhicules. Vous allez nous expliquer un petit peu plus ce que vous faites et surtout quelle est la relation que vous entretenez avec vos clients qui sont des transporteurs essentiellement. Juste pour vous situer par rapport au port de Barcelone, donc le service entre Barcelone et Rome a débuté en 2004 et en 2013, le groupe Grimaldi a créé son terminal Roro à Barcelone. Donc Sebastiano va s'exprimer en espagnol et si besoin, je traduirai. Donc pouvez-vous nous dire quels sont parmi vos services ceux qui chargent des fruits et légumes et quelle est la tendance? Bueno, muchas gracias por la invitación. Perdón por mi francés, que es muy pobre, por lo tanto. Bueno, el Grupo Grimaldi es una naviera que se fundó en 1947 en Nápoles, en Italia. Hoy en día se ha convertido en una realidad internacional. Operamos en 50 países tocando más de 120 puertos. Sigue siendo una compañía familiar, propiedad 100% del Grupo Grimaldi, y operamos buques de 3 categorías, que son, bueno, 4. Ro-Ro, Ro-Pax, Con-Ro y Car Carrier. Est-ce qu'il est nécessaire que je traduise? Ça va? Ça a l'air d'aller. On continue, c'est fantastique. Yes. Tout le monde comprend. En relación a la actividad que has mencionado tú, en el puerto de Barcelona es uno de los puertos estratégicos para el grupo en el mercado entre España e Italia. Para daros unos números, en 2017 hemos movido unos 220.000 semirremolques, más de 500.000 de coches y unos 200.000 pasajeros. Dentro de estos volúmenes, el porcentaje de tráfico que representa la fruta y verdura para nosotros puede ser fácilmente de un 25-30%. 30% de fruits et légumes, enfin sur les marchandises transportées, 30% sont des fruits et légumes. Sí. Sur la relation entre Barcelone y l'Italie. Especialmente en el servicio entre Barcelona y Civitavecchia, que es una línea que se inauguró en 2004, como decías tú, y luego tenemos bastante importación desde Tánger a Barcelona, y parte de esa mercancía tiene como destino final exactamente el mercado de Perpiñán. Très important. Sebastiano, pourriez-vous nous expliquer un peu les services que vous proposez à vos clients, les transporteurs, et à la marchandise? Bueno, aparte, lógicamente, del transporte marítimo en sí, estamos invirtiendo muchísimo en tecnología. Se ha desarrollado una plataforma online para que el cliente pueda realizar autónomamente sus reservas a través de esta plataforma, tener
un control y una trazabilidad de sus mercancías desde que la entrega en nuestra terminal, ver la hora en tiempo real en la que se carga en el barco y la llegada en el puerto de destino. Por lo tanto, se está enfocando mucho el servicio a la automatización de toda la cadena. Automatisation et traçabilité. Donc. Alors, puisqu'on parle de RoRo, c'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant le caractère développement durable de ce type de transport. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les actions que vous menez en favor du développement durable? Investissement, actions. Sí, bueno, creo que hoy en día es un requisito fundamental para cualquier industria y para la industria del shipping posiblemente más que otras. Nosotros estamos tomando este challenge, si queremos decir, como una oportunidad y, bueno, concretamente lo que estamos haciendo, pues se están aplicando, se están reformando los buques existentes con nuevas tecnologías para reducir el impacto medioambiental todo lo posible. Se están construyendo unos buques de nueva generación que serán los primeros en tener 0 emisiones de CO2 durante las estancias en puerto, ya que funcionarán exclusivamente con baterías de litio y no con el motor, como hoy en día. Y luego otra cosa que estamos haciendo, estamos ampliando el tamaño de los buques para que el impacto por unidad de carga sea inferior. Se están alargando los buques exactamente de la línea Barcelona-Civitavecchia, que empezarán las obras este verano. Ya se están ampliando los que operan en el Báltico, una compañía que se llama Finnlines, que es parte del grupo Grimaldi. Por lo tanto, es algo absolutamente prioritario para el grupo y donde estamos invirtiendo muchísimo. Alors, ces actions que vous menez en faveur du développement durable, est-ce que vous avez une façon de les valoriser vis-à-vis de vos clients? De cara a los clientes, si nos concentramos en los transportistas, que son los principales clientes de las autopistas del mar, nosotros estamos dando cada año estamos dando un certificado que se llama RINA. Es una institución europea con la que colaboramos y básicamente este certificado calcula el ahorro de CO2 que esa determinada empresa ha tenido utilizando las autopistas del mar en cambio del transporte tradicional por carretera. Es un valor añadido que damos y creo que es algo muy útil para las empresas, ya que hoy en día es un requisito para poder participar en muchos tenders con empresas internacionales. D'accord. Donc vous validez le caractère développement durable de l'entreprise à travers ce certificat. Lorsqu'on regarde votre communication, vous parlez aussi de Alice. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette association Alice? Quel est son but? Alice, las iniciales significan Asociación Logística Intermodalidad Sostenible. Es una asociación que nació hace poco más de un año y medio, fundada por Grimaldi y otros empresarios italianos, cuya función es crear una asociación que englobe un poco todo el sector de la logística. En Italia y en Europa ya existen asociaciones de transportistas, de navieros, ferroviarias, y esta es la primera asociación que recoge un poco todo el sector. Entonces, el objetivo, digamos, macro de esta asociación es dar más peso a nivel político, a nivel institucional al sector. Y luego, bueno, se están ofreciendo muchos servicios enfocados al transportistas a través de una sociedad de servicios que se ha creado, como pueden ser, pues, carburante, autopistas, devolución del IVA y toda esta serie de servicios para las empresas de transporte. Des sujets communs et européens. Merci Sebastiano. Alors maintenant nous allons donner la parole à Ignacio. Ignacio, vous êtes Transit Tener, votre entreprise est utilisatrice des services de Grimaldi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça fonctionne concrètement, les horaires, le fonctionnement, illustrer une chaîne logistique de fruits et légumes en utilisant les services Grimaldi? Bonsoir Nathalie. Premièrement, remercier d'être ici.
et expliquer un tout petit peu qui on est. On est une petite moyenne entreprise à Barcelone, transitaire, familiale. On est présent sur Barcelone, sur Tarragone, sur Castellón et sur Valencia, et on a 35 personnes en personnel de notre entreprise. On est hyper spécialisé en fruits et légumes. Ça, c'est notre métier principal. 95% de ce qu'on fait, c'est fruits et légumes. Expert. Expert, merci. Dans ça, on fait environ 7020 pieds, équivalent 20 pieds à l'export, et 14 000 à l'import. Comme division, on a dédouanement, on a transitaire, on a agent de navire, on est armateur et opérateur de transport route. Dans le transport route, on a fait environ les 8000 camions intra-Europe et intra-Espagne aussi. C'est un peu pour vous dire. Et tout ça, 95%, c'est fruits et légumes. On fait que ça. Pour nous, le secret pour se dédier à fruits et légumes, c'est le temps. Fruits et légumes, c'est une matière périssable. Et dans les périssables, c'est le plus périssable qui existe. Il n'y a rien que ce soit plus périssable que fruits et légumes. Dans ça, il y a un effort de la part du port de Barcelone et pour attroire des trafics qui sont employeurs de ce temps. Donc, Grimaldi, avec ses services de la Tunisie, de Maroc, et bon, que ça se développe de plus en plus. Il y a le protocole établi à Barcelone pour cette idée de gagner du temps pour tout le monde et surtout pour fruits et légumes, que ça engage les douanes et ça engage aussi le service phytosanitaire. Alors dans ça, le protocole est qu'on peut lancer des prédédouanements avant de l'arrivée du bateau. Au moment de l'arrivée du bateau, le dédouanement déclenche et il nous reste deux choses seulement. C'est le service phytosanitaire et les contrôles que la douane puisse faire de scan pour les camions qui viennent du Maroc. Pour les produits du Maroc, si les phytos marocains sont mis sur le TRACES, le déclenchement de la douane aussi déclenche le phyto. Ça veut dire que minute 2 après de l'arrivée du bateau, les camions sont dédouanés et peuvent partir. Ça, plus vite que ça, je ne connais pas dans le monde. Ça paraît magique. C'est pas magique, c'est un protocole. Le port de Barcelone fait des gros efforts pour mettre tout le monde dans les roues, pour mettre tout le monde dans les rayons et que ça marche. Vraiment, il y a eu un effort de tout le monde, mais heureusement, tout le monde s'est mis sur la route pour bien réagir. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, si le phyto à origine est mis dans le TRACES, on peut garantir que minute 2, les camions sont dédouanés, partis, sauf, il nous reste seulement le scanner, si la douane veut passer un scanner du camion. Mais sauf ça, ça marche. Alors, Ignacio, merci de pointer ce point-là. C'est vrai que la partie administrative, disons, douanière et paradouanière qui accompagne le transport de marchandises, c'est un point clé aujourd'hui. C'est un point où on peut gagner sans doute en efficacité. Et est-ce que plus basiquement, concrètement, pour un transporteur aujourd'hui qui aurait peur d'utiliser le bateau en se disant mais ça va prendre trop de temps, je préfère faire du tout-route, combien de temps ça prend pour des tomates de partir du Maroc et d'arriver à Barcelone ou même au marché Saint-Charles? Alors, il faut mettre quelque chose en rapport. Nous, le rapport, c'est Algeciras, que c'est le point d'entrée pour les produits du Maroc et la Tunisie s'ils ne viennent pas par bateau. Là, Algeciras, c'est un port qui marche bien, entre guillemets. Ils ont des services 24 heures, mais il est complètement collapsé. À jour d'aujourd'hui, un dédouanement peut prendre pas mal d'heures et jours pour être fait à Algeciras. Après, il doit faire la route, départ de Algeciras jusqu'à Barcelone. Pour comparer jusqu'à Barcelone, il a minimum 24 heures de route, si tout se passe bien, si le chauffeur n'a pas d'inconvénients, si le trafic roule normalement. Et après, il doit continuer vers la France ou Barcelone comme marché, parce que Barcelone aussi, c'est un marché pour fruits et légumes du Maroc et la Tunisie. Alors, par rapport à la mer, le temps de transit est plus ou moins le même, sauf qu'il économise son chauffeur, il économise son essence, il ne pollue pas. Et en plus, il peut continuer la route. Parce que c'est ce qu'on ne dit jamais, c'est que oui, il arrive en 24 heures à Barcelone, mais après, il ne peut pas continuer. Il doit arrêter et faire sa pause. Il perd encore du temps. Alors, sorti de Algeciras, arrivé à Perpignan, par exemple, il va mettre vers les 48 heures.
Par contre, à Barcelone, il arrive avec la pause faite, dédouaner, s'ils ont mis les systèmes traces et tout ça, 2 minutes, le temps de sortir du bateau, ça prend à peu près, je sais pas, une demi-heure, et faire la route, et 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, il est à Perpignan. Ça, je vois pas rapport. Hein. Franchement, il économise minimum 24 heures. Il y a une économie aussi de polluants et une économie d'argent parce que, logiquement, c'est moins cher faire le bateau que faire chauffeur, plus essence, plus autoroute. Enfin, pour moi, c'est clair, mais il faut développer. Merci Ignacio. Alors, je ne sais pas si on peut voir votre diapo de présentation. Voilà. Donc, une chose qui, moi, m'interpelle toujours, ce sont les navires fluvio-maritimes que vous opérez, que Transitenaire opère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui. En effet, on a 6 bateaux fluvio-maritimes qui travaillent normalement sur le Rhône et après toute la Méditerranée et la mer Noire. Bon, c'est des bateaux qui peuvent faire, citons la mer et le fleuve. C'est pas des barges. Beaucoup de monde me demande, c'est des barges? Non, non, c'est pas des barges, c'est des bateaux, mais qui peuvent aller dans les fleuves. Alors, c'est des bateaux, si vous voulez, qui sont pensés soit pour faire des conteneurs, soit pour faire des marchandises vrac ou des marchandises gros volume. Par exemple, pommes de terre. C'est un des cibles qu'on a, c'est de développer un peu les pommes de terre du nord de la France, parce qu'on peut arriver jusqu'à Dijon avec les bateaux, attraper des pommes de terre pour descendre jusqu'à Barcelone et après pouvoir distribuer. Ça, il y a une période du temps, normalement, mois d'août, que c'est quand ça commence la récolte des pommes de terre en France. Mois d'août jusqu'à fin octobre, il y a 3 mois où c'est très compliqué de trouver des camions pour redescendre en Espagne, parce qu'il n'y a pas des départs de l'Espagne, il y a très peu. Alors, on ne trouve pas des camions et c'est toujours vraiment un problème logistique assez important. Et pour les pommes de terre, que c'est une marchandise que ça se bouge en volume, on est en train d'essayer de développer une livraison multimodale, qu'en fait on est pour la multimodalité. Eh ben c'est ça. Aujourd'hui, on essaie d'illustrer justement le transport multimodal de marchandises périssables. Merci Ignacio. Voilà. Maintenant un autre exemple avec l'opérateur Léo Proex, également en transitaire et agent en douane, et avec une autre façon de combiner les transports. Pouvez-vous présenter l'entreprise et puis nous expliquer ce que vous faites en multimodalité? Ricard. Bien sûr, merci et avant tout. Et Léo Proex en tant que groupe, nous sommes un groupe logistique aussi basé à Barcelone et on fait, on va dire, tout ce qui est là part. Nous sommes en réalité la société a 33 ans d'histoire. Plus près. Ah, c'est bon. Excusez-moi. Et 33 ans d'histoire, donc on a été créé en tant qu'agent de douane. On continue à faire la douane et on a aussi la partie terrestre et la partie entrepôt et la partie freight forwarder en tant qu'agent logistique. Okay. On est environ 160 personnes dans tous les groupes. Et on a des bureaux un peu partout en Espagne, à Barcelone, à Madrid, à Séville, à Valence, à Saragosse, etc. Et aussi, on a des partenaires un peu partout dans le monde, parce qu'il faut avoir pour toutes les relations internationales. Mais c'est vrai qu'on a créé quelques boîtes un peu à l'extérieur, dans des pays où nous sommes plus forts. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Algérie, de la Chine ou les Cubains. Okay. Nous, on fait plusieurs industries et une, c'est l'agroalimentaire. Tout ce qui est agroalimentaire, on a un département spécial qui est pour la partie agroalimentaire, que ce soit surgelé, réfrigéré, liquide ou sec. Et voilà, c'est un peu, en gros, on fait un volume à environ le 30 000 TU par an. Et ça, c'est sans la douane et sans les terrestres, il n'y a que les maritimes. Et ça, l'aérien, on fait aussi de l'aérien. On est agent IATA, on est présent à l'aéroport de Barcelone et de Madrid. Et voilà, c'est un peu l'historique. Hein. Alors, comment faites-vous voyager les fruits et légumes alors?
De votre Mais côté, pas de RORO, j'ai cru non, comprendre. nous, ce que je peux parler un peu de notre exemple. Est-ce qu'on se base beaucoup plus sur l'export qu'à l'import? Et au niveau de l'export, et tout ce qu'on fait bien, ça, à part l'aérien, et ce qu'on fait, on fait pas mal de l'aérien, mais tout ce qui est le maritime, on se base surtout le nord, l'ouest et l'Afrique de l'Ouest et les Moyen-Orient. C'est ce qu'on a des lignes, les principales lignes, que ce soit des exportations depuis l'Espagne ou depuis la France, l'Italie ou même la Pologne. Ce qu'on fait habituellement, ou on a créé. Vous pourriez illustrer peut-être la chaîne? Et oui, bon, je peux parler du cas typique. Un cas pour l'Algérie, par exemple, ce qu'on a fait surtout, pas maintenant, pas en 2017, parce que bien sûr, tout ce qui est les fruits et légumes sont un peu en stand-by. Mais j'espère bien qu'en 2018, ça va monter de nouveau. Mais ce qu'on faisait, par exemple, au passé, c'était surtout beaucoup de marchandises, surtout de la Pologne, de l'Italie. On l'a ramené vers Barcelone, Barcelone ou Valence en Espagne en général, en camion. On faisait les transbordements et on faisait la douane soit normalement en Espagne terrestre, on faisait les phytosanitaires, avec tout ce qu'il fallait. Et après, on prenait un bateau 24 heures sur l'Algérie. Ça, c'est un exemple. Et ce qu'on a fait, par exemple, beaucoup plus souvent l'année dernière, c'est surtout le Moyen-Orient. Ça, beaucoup de marchandises de France qui viennent, par exemple la pomme, et c'est un peu pareil, les mêmes systèmes. Camion, transbordement, phytosanitaire, et douane et réexportation sur l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, enfin en général, même l'Iran. Qu'est-ce que demandent les clients en général et que vont-ils demander dans le futur? À quoi on peut s'attendre comme évolution? Les clients demandent un bon prix et un bon service. Et ce qu'on essaye d'offrir, bien sûr. Nous, dans la chaîne, ici, il y a beaucoup d'exemples. Ce qu'on essaie d'offrir, c'est rapidité et un bon prix, parce qu'on profite, mon collègue parlait avant des flux des camions, on essaie de profiter des flux des camions et pour avoir des bons taux de fret et pour les camions qui descendent du nord au sud de l'Europe. Ce qu'on peut aussi traduire comme éviter que le camion voyage à vide. Voilà, c'est justement ça à étudier, voilà, et essayer d'utiliser la chaîne de camions transbordement à Barcelone de la marchandise. Et comme à Barcelone, heureusement, on a beaucoup de lignes en direct et ça nous devient aussi d'être des acteurs compétitifs. Donc on peut offrir prix et rapidité. Merci. Du coup, j'ai oublié de passer votre diapo. Bon, C'est pas grave. ne ris pas. Voilà. C'était Voilà. pour illustrer. Voilà, c'est l'illustration. Bon, c'est fait. Voilà, c'est D'accord. Alors, donc là, plutôt marchandises en camion, puis ensuite mise en conteneur et ça part en bateau. Donc, on a vu les autoroutes de la mer avec Grimaldi et maintenant, on va parler des autoroutes ferroviaires avec Miguel. Alors, Miguel, pouvez-vous nous présenter VIA et nous parler un petit peu des projets? Bien sûr. D'abord et avant tout, merci Nathalie pour l'invitation et merci à tout le monde pour l'assistance. Je vois que on est à la 10e année du Medfeld et félicitations au salon pour ce 10e anniversaire. Le hasard fait que nous aussi, en tant que VIA, on fête cette année notre 10e anniversaire. Et donc, puisque le 10 semble un numéro magique, allons-y. Donc, en effet, VIA, c'est un opérateur ferroviaire, 100% filiale de la SNCF. Et Dieu sait si en ce moment c'est difficile d'être ferroviaire en France. Mais malgré tout, on continue d'évangéliser sur notre concept. Et donc, en tant qu'opérateur ferroviaire, il faut dire que durant ces 10 ans, nous avons travaillé avec une spécialité qui est une particularité, ou qui était conçue comme une particularité dans le secteur du ferroviaire, puisqu'en fait, disons-le clairement, on a fait les choses à l'envers.
On a fait les choses à l'envers dans le sens de dire que VIA, en tant qu'opérateur d'autoroute ferroviaire, a développé un service innovant, basé sur des concepts différents de ceux qui existaient sur le marché du ferroviaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que ce soit le marché qui investisse et qui s'adapte à un produit ferroviaire, nous avons fait absolument l'inverse. Nous avons construit un service ferroviaire adapté pour le marché de la route. Et quand je dis adapté, je le dis surtout sur 3 principaux piliers. D'abord d'un point de vue investissement, puisqu'en fait sur notre concept d'autoroute ferroviaire, il ne faut pas investir pour utiliser le ferroviaire. N'importe quel camion est apte à utiliser le train avec nous. Nous avons développé ou réussi à casser un deuxième a priori du monde du ferroviaire qui s'appelle les terminaux. Et aujourd'hui, les terminaux d'autoroute ferroviaire que nous développons sont ouverts 24 heures sur 24, les 7 jours de la semaine. D'ailleurs, il y en a un qui est pas loin d'ici, au Boulou. Et donc, vous êtes tous invités à le visiter dès que vous voulez. Il n'y a que 20 km. Et nous serions ravis de voir des transporteurs locaux utiliser nos services beaucoup plus souvent. Et puis finalement, on a réussi avec le temps à casser un 3e grand a priori du ferroviaire qui est en fait lié à la fréquence. En effet, ça fait longtemps que nous avons compris que dans l'intermodalité, un point clé, ce qui amène vraiment la robustesse à un service intermodal, c'est la fréquence. Et donc aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir dire que nous réalisons 10 trains par jour au départ du Boulou, 3 sur le Luxembourg et 2 sur l'Angleterre. Et que très prochainement, à partir du mois de septembre, ça c'est une nouveauté, une primacité, On a la primeur de l'info. Voilà, vous avez la primeur de l'info. Comme quoi, à partir du mois de septembre, on démarre un nouveau service au départ du Boulou jusqu'à Mâcon. En réalité, ce sont 2 services, hein, le Boulou-Mâcon plus un Mâcon-Calais, et qui va démarrer à partir du mois de septembre, ce qui va permettre à toute la région d'Occitanie, et principalement au marché des fruits et légumes de Saint-Charles, d'avoir une extension géographique encore plus importante, ce qui permettra de relier la frontière espagnole avec le nord de l'Europe, comme c'est le cas aujourd'hui à travers l'Allemagne et notre service Lorirail jusqu'à Bettembourg, comme l'Angleterre avec notre service Via Britannica qui arrive jusqu'à Calais et puis ensuite connecte avec des bateaux, ou vers la Scandinavie. Maintenant, on va réussir à connecter aussi l'Occitanie avec la Bourgogne. Donc, et nous en sommes fiers. En sachant que tous nos services, en réalité, nous sommes connus sur le marché comme un service d'autoroute ferroviaire, mais nous développons tous nos trains en ce qu'on appelle un format mixte. Il faut savoir que 80% de l'utilisation de nos trains se fait avec des semi-remorques standards, classiques, de tout type, mais aussi avec des containers. Et peut-être Jean-Pierre peut en profiter pour appuyer sur le bouton et passer la petite vidéo qui va permettre en peu de temps, en une image, 1 minute 46, voir exactement en quoi consiste notre service d'autoroute ferroviaire. Voilà. Et ce que vous voyez là sur les images, c'est ni plus ni moins qu'un train, un train standard. Il y en a 10 par jour qui fonctionnent comme ça. Et quand vous le voyez sur les images, nous nous sommes forcés depuis le démarrage de notre activité à avoir un service qui reflète vraiment la réalité de la route. Puisqu'on s'est dit il y a longtemps que la meilleure manière de développer le ferroviaire, c'était avec la route, avec les transporteurs routiers. Et le faire avec les transporteurs routiers, ça signifie pouvoir amener une grande fréquence, une grande souplesse, une grande cadence. Et pour y arriver, nous avons toujours fui de ce qu'on appelle les trains monoclients ou monosegments. Donc vous ne verrez pas chez nous des trains de chimie, vous ne verrez pas chez nous des trains d'automobile ou des trains de frigo. Au contraire, vous verrez des trains qui sont un vrai reflet de ce que vous pourriez trouver sur l'autoroute, c'est-à-dire un mix de tout type de produits, de tout type de camions et de tout type de segments. Et pour les fruits et légumes alors? Donc justement, dans cet objectif, sans être un vrai ingénieur de la NASA, il est clair qu'il est facile de comprendre que sur le marché des routiers, grosso modo, la répartition aujourd'hui sur les routes qui traversent la frontière, les 1500 camions qui traversent la frontière, il faut savoir qu'il y a 30% des camions qui traversent la frontière aujourd'hui qui sont des camions qui voyagent avec des produits automobiles.
Un autre 30%, c'est des trombions qui voyagent avec du général cargo. Et 30% voyagent avec du frigo. Les 10% restants, ce serait des citernes chimiques ou alimentaires. Et en voyant nos trains, effectivement, nous sommes fiers de pouvoir avoir réussi à véhiculer cette même répartition. Et aujourd'hui, les semi-remorques frigo représentent sur notre activité un 30%. Et c'est vrai que ça dépend un petit peu des périodes de l'année. Quand il y a la saison des oranges, ce pourcentage augmente. Quand la saison des oranges se termine, il baisse un tout petit peu. Mais il est repris par les automobiles, puisqu'en fait, entre fin mars, début avril et le mois de juillet, c'est la saison de l'automobile. Vous ne savez peut-être pas, mais les gens on préfère s'acheter une voiture neuve horizon août. Et donc la production d'automobiles est très importante entre maintenant et juillet. Et en fait, notre métier, c'est de justement pouvoir jongler entre une saison et une autre. Question de pouvoir maintenir une grande fréquence, une grande cadence et voilà. Et pouvoir maintenir un service régulier tout le long de l'année sans une dépendance particulière d'un segment de marché ou d'une autre. Bon, donc le train, ça marche, mais parfois il y a des aléas quand même. Enfin, à ce moment, c'est un peu... En effet, moi je préfère rester sur le concept. Et le concept des autoroutes ferroviaires est très similaire au concept des autoroutes maritimes. Et ce que nous partageons beaucoup avec Grimaldi, c'est l'approche sur le marché, où en fait, à différence d'autres opérateurs multimodaux qui agissent directement sur le marché des chargeurs, nous avons compris, comme l'a fait Grimaldi aussi, que notre caractère neutral est vachement important pour aborder le secteur et pour convaincre le transporteur de monter sur le train ou monter sur le bateau. C'est-à-dire, nos uniques clients sont les transporteurs routiers et en aucun cas les chargeurs finaux. Ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui une image de neutralité qui est peut-être la partie la plus difficile, puisqu'en fait, ça nous oblige à convaincre un segment de transport routier. Et Dieu sait si les transporteurs frigo sont classiques et sont experts dans leur métier de transporteur routier et ont parfois du mal à changer la mentalité et utiliser les services multimodaux que nous proposons en tant qu'autoroute ferroviaire ou en tant qu'autoroute maritime. Mais on est là pour les aider, on est là pour convaincre et on ne va pas s'arrêter. Alors, des conteneurs sur vos trains non branchés, des conteneurs dry, des semi-remorques là, avec leur groupe, donc en réfrigéré. Et est-ce qu'on va voir des conteneurs réfrigérés sur le train? Là, je m'adresse à M. Torren, Jordi. Merci. Bon, en Espagne, il y a 2 exemples aujourd'hui de trains avec des conteneurs réfrigérés, non, réguliers. D'abord, il y a eu le premier train qui a été né entre Murcia et Bilbao. Ça, c'est un service orienté aux fruits et légumes du sud de l'Espagne, non, et pour le marché anglais. Ça, c'est un service qui a démarré il y a déjà peut-être 3-4 ans, non, peut-être, non, et c'est un service, je pense, chaque jour, si je ne me trompe pas, ou plusieurs fois par semaine. Et l'année passée, il y a eu un deuxième service qui a démarré, c'est un service entre Zaragoza et Barcelone. Ça, c'est un service pour la viande de porc congelée, c'est pas des fruits et légumes, mais ça, c'est un service dont on est très fiers au port de Barcelone. Ça a été très dur à démarrer. Heureusement, il y a eu un très bon partenariat entre le producteur, entre un opérateur logistique et un opérateur ferroviaire qui a fait un gros investissement dans un train branché avec des générateurs sur le train. Donc aujourd'hui, on a un service chaque jour entre Zaragoza et Barcelone, par exemple, pour la viande de porc congelée qui est après exportée vers la Chine, non? Avec un train de 20 plateformes, non? Et un conteneur non, branché sur le train. Je sais qu'il y a du monde qui travaille pour faire des choses pareilles vers l'Europe, pour la viande, pour les fruits et légumes. Et j'espère que c'est un secteur, un marché, des opérations qui va se développer dans les prochaines années encore plus. Faut voir. Ça allait être ma question de fin. Est-ce que justement le ferroviaire est un
un secteur ou un mode de transport d'avenir pour les marchandises périssables? Bon, les exemples montrent que oui, a priori, mais... En n'étant pas un expert, parce que je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais ce qu'on a vu avec ces deux exemples, l'exemple Murcia-Bilbao, que je connais moins, mais je connais un peu, et l'exemple Zaragoza-Barcelone, que je connais bien, quand il y a eu un partenariat entre un chargeur, producteur, opérateur logistique, opérateur ferroviaire, et après les autres fournisseurs moins importants, le terminaliste, le port, le terminal intérieur à Zaragoza dans ce cas-là, qui a fait quelques investissements, ça peut marcher. Mais il faut que le 4-5 partenaires, dans ce cas-là, et maintenant ça c'est une chose maritime, qui est plus compliquée qu'une chose purement intra-européenne. Non, ça peut marcher, il faut prendre du risque. Non, il y a eu quelqu'un qui a pris du risque un peu, avec un engagement du client pour quelques années, mais quand toutes ces choses-là se retrouve, ça peut marcher. Merci. Bon, l'idée de ce débat, c'était surtout montrer que le transport intermodal, multimodal, ça fonctionne aussi pour les fruits et légumes, mais je suis sûre que vous le saviez déjà. Ce que j'ai relevé quand même, c'est peut-être un peu plus d'inquiétude, pas d'inquiétude, mais d'implication de la part des chargeurs sur la marque qu'ils laissent dans l'environnement et qui vous demande justement des certificats sur les économies de CO2. Donc on peut gager que ce sont des modes de transport qui vont se développer. Et bien, pour terminer, je vous remercie à tous et nous allons procéder au tirage au sort. Alors on aura besoin d'une main innocente pour tirer au sort le gagnant du séminaire intermodal. On peut encore mettre quelques cartes de visite? Non? Ça y est, c'est fait. C'est moi l'innocente? Oui, ça me va. Alors, nous avons est-ce que Monsieur Claude Guérin de la Bayer Crop Science Division est là? Il n'est pas là, mais il a participé. Oui, on va l'appeler. Bon, c'est dommage. Alors, donc, Monsieur Claude Guérin aura gagné le droit de participer à un séminaire de 3 ou 4 jours, soit sur le ferroviaire ou sur le bateau Roro. Voilà. Eh bien, merci.